Chapitre 3. Tricherie performante et rencontre avec Robert De Niro. L'agence d'accompagnement de Salima n'était déjà plus qu'un lointain souvenir, et toute son attention se focalisa sur son gibier fraîchement capturé. Si tout se passait bien, lui seul suffirait à combler toutes ses aspirations. Salima était parvenue à faire croire à Lederstein qu'il avait enfin trouvé l'élu qui le ferait se sentir vivant et fort. À ce stade, la confiance de Lederstein était si entière que la présence de Manu à ses côtés devint un fait acquis. Le trio forgea des relations très fortes, au point que le banquier transmit au couple sa connaissance exceptionnelle des pratiques financières. Manu et Salima apprirent le monde de l'argent, gestion de portefeuille d'affaires, management du real estate investment, combine avec les instituts de marché tels que Merrill Lynch, Bank of America, bidouillage bancaire en tout genre. Alors que rien ne les prédisposait à acquérir une expertise dans ce domaine, Manu et Salima se révélèrent des élèves appliqués, motivés et brillants. Ils s'engagèrent corps et âme dans cette entreprise en travaillant 15 heures par jour. Leurs efforts furent payants et tout se passa à merveille. Grâce aux contacts qu'ils apprirent à cultiver et à leur travail assidu, ces Bonnie and Clyde d'un nouveau genre s'enrichirent dans tous les sens du terme, expertise et dollars. Les mises de départ devinrent de plantureuses plus-values, au point que lorsqu'ils consultaient le solde de leur compte en banque, les montants étaient si renversants qu'ils ressentaient comme une paralysie devant l'énormité de la situation. Leurs yeux n'en croyaient pas les chiffres. Au bout de 3 années de travail acharné, ils contemplèrent enfin leur fortune sereinement. Ils étaient à l'abri. Il fallait y rester. Une solution, la pierre. Manu et Salima acquirent 2 biens immobiliers à Londres, dans le quartier de Notting Hill, où fut tourné un célèbre film avec Julia Roberts et Hugh Grant. L'une de leurs maisons, construite en 1910, était composée de 17 pièces. Ils y installèrent un sauna, une salle de sport, ainsi qu'une salle de cinéma. La modernité la plus pointue côtoyait harmonieusement le chic le plus absolu. Haut plafond habillé de moulures parfaites, décoration exquise, jardin à l'anglaise. Dans la foulée, ils firent l'acquisition d'un appartement de 450 mètres carrés situé dans un immeuble haussmannien à Paris, dans le très prisé quartier de Neuilly-sur-Seine. L'appartement était traversé par un long couloir qui distribuait 10 pièces lumineuses. Tout comme dans les maisons de Londres, la hauteur des plafonds était impressionnante, la décoration raffinée, élégante et majestueuse. Ce havre de paix leur coûta la bagatelle de 4 millions d'euros. Dans ce quartier, le mètre carré valait 14 000 euros, mais Salima et Manu estimaient que l'espace représentait un luxe dont ils ne pouvaient plus se passer. 2 maisons londoniennes, un appartement à Paris, il leur manquait encore une propriété au soleil. Ils optèrent pour un loft dans le sud de Santa Monica, l'un des endroits les plus convoités de Los Angeles. Entièrement peint en blanc, situé face à l'océan, cet espace procurait au couple une qualité de vie et un confort extrême. C'était dans cette atmosphère sobre et sophistiquée que le couple se ressourçait. L'énorme énergie dépensée dans leur métier rendait ces pauses nécessaires. Ils recevaient des artistes et des intellectuels en tout genre, et les échanges y étaient enrichissants. Le quartier, lui aussi, contribuait à l'impression de vacances. Cantine gastronomique mais décontractée, boutique de mode transformant le chaland en spécimen de musée de la mixité, tout invitait aux réjouissances, sans oublier le grill room de spécialité basque déniché par Manu. À quelques encablures de chez eux, sur Melrose Avenue, se trouvait le Hago Restaurant, propriété de Robert De Niro. Manu et Salima se rendaient souvent dans cet établissement élégant et sophistiqué. Sans s'encombrer de garde du corps, le propriétaire y mangeait en compagnie de ses enfants métis. Le célèbre acteur n'alla jamais plus loin qu'un lointain échange de saluts agrémenté de son sourire légendaire, malgré l'envie de Manu de lui adresser la parole. Mais, par respect, il se contentait de cette légère reconnaissance de la part de la légende vivante du 7e art. Il oubliait sa frustration en se disant que le fait d'avoir pour voisins de table Kate Moss, Harvey Keitel et Ben Affleck illustrait aussi bien le chemin parcouru qu'une poignée de main avec Bob. Entre 2 fêtes face à l'océan, Manu poursuivait ses occupations artistiques et déployait ses talents de producteur dans les plus grands studios de la ville. Al Green, Tupac, The Notorious Big, Miles Davis avaient posé leurs mains sur les mêmes consoles de mixage que lui. Lederstein appréciait l'entourage d'artistes et de saltimbanques que lui procurait la fréquentation de Salima et Manu.
Les hommes d'affaires aiment être distraits de l'environnement sec et coriace des places financières. Pour eux, déambuler dans le monde artistique atténue leur dureté et ils y trouvent une sorte de rédemption. Lederstein n'échappait pas à la règle. Il ne regrettait pas d'avoir pris le duo sous son aile et son sentiment fut confirmé lorsqu'il tomba par hasard dans les allées du Virgin Megastore de Paris, ville qu'il avait choisie pour scolariser sa progéniture, sur les œuvres produites par le soi-disant ex-mari de Salima. Il eut la confirmation que Manu n'était donc pas un mythomane. Mais peu à peu, la présence continuelle de Lederstein devint pour Manu comme un nuage omniprésent dans le ciel bleu de la réussite financière. Il était fatigué de cette complicité sournoise. Estimant avoir atteint leurs objectifs, Manu suggéra à sa compagne de mettre fin à cette relation toxique. Bien mal lui en prit. Sa proposition fut rejetée sans appel. Salima ne voyait aucune raison de s'arrêter en si bon chemin.